de la compte. Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, c'est la 12e. Bienvenue pour toute l'actu média, les images, les enquêtes, les coulisses, nos invités. Ils réagiront aux événements de la semaine. Voici le programme, le Média Mix. Pour commencer, l'essentiel de la semaine en images et en 5 minutes. Notre zoom des facs en grève, des manifs et l'incompréhension entre les étudiants et les médias. Pourquoi cette méfiance et même cette hostilité? Nous avons suivi les journalistes sur le terrain. Coulisses, quand 36 Miss se préparent à l'élection de Miss France diffusée le 8 décembre sur TF1, ça donne quoi? Un voyage sous les tropiques pour faire monter le buzz dans la presse, ambiance et dessous de l'opération. Nous étions là. Notre invité cette semaine, c'est Étienne Moujotte, l'ex numéro 2 de TF1. Il vient d'être nommé à la tête des rédactions du Figaro. L'homme fort de la télé devient l'homme fort de la presse. Les médias, il ne s'en lasse pas. Il va nous en parler. Sur ce plateau également, Michel Denisot. Chaque soir, il joue les maîtres de cérémonie avec son grand journal. Quels sont les secrets de ce talk-show hyper huilé? Reportage en coulisses et réponse de l'intéressé. L'ITV Télé, cette semaine, Laurence Boccolini et Jean-Pierre Foucault se sont prêtés au jeu. Et bien sûr, comme chaque semaine, le zapping, la webzone et l'observatoire des séries avec le phénomène Gossip Girl. Voilà, on commence tout de suite par l'actu, résumé et mixé par Plus Clair. C'est le Média Mix préparé par Karima Hamzaoui et Théodore Bourdeau. C'est parti. Dans le Média Mix cette semaine, le record d'audience de la quotidienne de Jean-Luc Delarue, toute une histoire. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Ce mardi, ce magazine de témoignages un peu particulier. Comment trouver sa place avec un physique hors norme? Elles avaient confiance en leurs compagnons. Trop. Malheureusement, ils en ont profité. A-t-on le droit de tomber amoureux d'un membre de sa famille? Ce dernier numéro a rassemblé 2 300 000 téléspectateurs. On dit que les Français tolèrent à peu près tout. En tout cas, Jean-Luc Delarue a trouvé la recette pour séduire les ménagères de moins de 50 ans. Jamais autant de femmes n'avaient regardé cette émission depuis sa création en septembre 2006. C'est épouvantable. Après J'ai un incroyable témoignage, j'ai un incroyable talent sur M6. Incroyable talent, la seule émission découvreuse de talent, ouverte à tous. À 60 ans, on peut encore rigoler, on peut aller là. C'est ça l'essentiel. Le troisième numéro de la saison 2 a réalisé son meilleur score en rassemblant 4 300 000 téléspectateurs. Et qu'est-ce qu'elle en pense, Sophie Edelstein, de tout ce cirque? Quand on a un rêve et qu'on fait tout vraiment pour obtenir ce rêve, on peut y arriver. Incroyable talent, incroyable talent. Dans le Média Mix, l'autre incroyable talent de la semaine, d'un tout autre genre, c'est celui de Muriel Robin, récompensée pour la fiction de TF1, Marie Bénard. The International Emmy for Best Performance by an Actress goes to Muriel Robin. Mais Muriel Robin a dû remercier la salle en anglais. It would be bad luck to prepare a winner speech. So I wrote a loser speech. I have to tell you that I'm really disappointed. But I recognize that the winner is such a great talent. Chaque année, les International Emmy Awards récompensent les meilleures émissions de télévision du monde. Un Emmy Award pour une actrice française, ce n'est pas tous les jours que ça arrive. On a demandé à Muriel Robin, de retour à Paris, ses premières impressions. Ça me touche évidemment parce que ça récompense un travail. Et le travail sur Marie Bénard et peut-être le travail sur 30 ans. Donc ça vient au bon moment, c'est bien d'avoir un petit kiki, une petite médaille en chocolat. Eh bien nous, Muriel, à Plus Clair, on vous dit félicitations ou comme aux States. Tous ces professionnels de la télé, vous les connaissez. Chaque année, le Club Averroès publie un rapport sur la présence des minorités visibles dans les médias et voici sa conclusion. L'année 2007, à l'opposé, est une année plutôt mauvaise parce que la situation est restée figée. Nous, dans le rapport, on passe en revue les télévisions nationales, mais on aborde aussi le chapitre de TNT. Et à l'exception d'une chaîne qui est Direct 8, toutes les autres chaînes de la TNT font moins que les chaînes classiques de RTN en matière de diversité. Le Club Averroès souhaite donc un renforcement du rôle du CSA dans la promotion des minorités dans les médias. Pour conclure ce Média Mix, direction Dubaï où cette semaine avait lieu le lancement d'MTV Arabia qui sera diffusé dans tous les pays arabes. Assalamu alaikum. Hello and welcome everyone to the launch of MTV Arabia. Un lancement avec en guest star le rappeur américain Akon.
MTV Arabia propose des vidéoclips avec des stars locales. Toute ressemblance avec des chanteuses internationales serait fortuite. Sur MTV Arabia, il y a aussi des adaptations de programmes américains, mais il ne faut pas s'attendre à y voir de la télé-réalité avec des filles en bikini. La charte de la chaîne est quand même de respecter les cultures locales. MTV Arabia se lance surtout sur un marché très porteur, puisque 2/3 de la population du Moyen-Orient est âgée de moins de 30 ans. Les médias mentent, cassez-vous. Voilà un échantillon de ce que l'on a pu entendre cette semaine à Rennes, où la grogne étudiante est la plus forte. En Bretagne, comme ailleurs, la réforme sur l'autonomie des universités ne passe pas et pour les journalistes, difficile de travailler, toujours suspectés, rarement les bienvenus, plongés dans le cortège de la manif de jeudi avec Laetitia Krupa. Et c'est pas les médias qui nous empêcheront de nous mobiliser. Dans les manifestations, les slogans anti-médias sont une nouveauté et un signe. Signe que la méfiance des étudiants est bien installée et que les journalistes devront désormais montrer patte blanche. Mardi, Célia Quilleret, qui suit pour France Info les étudiants depuis le début de leur mouvement, a dû encore batailler pour les interroger. Vous n'écoutez plus du tout la radio, vous ne regardez pas la télé Je préfère arrêter de parler. Oui, tout à fait. Mais c'est grave quand même. La formation orchestrée autour de notre mouvement, ça c'est grave en fait. On est interpellés, comme quoi on a un micro France Info, donc on est Radio Sarko, et il y a d'autres fois où ils veulent pas nous parler. Non, allez voir des représentants de la coordination, ou allez voir nos syndicats, nous on n'a rien à dire. De toute façon on n'écoute pas vos radios, on ne regarde pas la télé, il y a une fissure qui s'est créée en fait. La fissure date de la crise du CPE. Les étudiants ne s'étaient pas retrouvés dans la couverture médiatique de leur révolte. Cette critique vaut encore aujourd'hui pour la loi Pécresse. J'ai regardé rien qu'hier soir le journal de TF1, 0 sujet, 0 seconde sur cette mobilisation qui est d'une importance particulière. C'est vrai qu'on doit peut-être faire aussi notre mea culpa là-dessus. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont plus nombreux, qu'il y en a beaucoup qui sont non syndiqués. Moi, je dirais plus que c'est un mouvement minoritaire d'extrême gauche. Le journaliste Bertrand Métayer a lui aussi dû affronter les étudiants quand il a voulu suivre une assemblée générale à l'université de Saint-Denis. Il y a une crainte de certains étudiants d'être que dans les AG, il y ait de la police, des renseignements généraux. Plusieurs se demandaient si j'étais pas des renseignements généraux. Depuis 15 jours, dans la presse, plusieurs papiers ont paru sur le sujet. Les AG sont souvent interdites aux journalistes. Ils font un appel global. Est-ce qu'il y a des journalistes ici? Donc on vous barre l'entrée. De devoir avancer masqué pour un journaliste, c'est quand même un comble. Sylvie Kerviel, qui a rédigé un article autour de cette question le week-end dernier, tente un début d'explication. L'affaire concernant le rachat par des grands patrons de journaux, je pense que ça laisse entendre que la presse n'est plus indépendante, qu'elle est vendue au pouvoir. Et cette défiance a changé les règles pour les journalistes de terrain. De plus en plus, on entend un média complice. Voilà, je veux pas être filmé, le droit à la vie privée. Enfin bon, c'est. Ce qui veut dire qu'avant, dans les manifs étudiants, c'était pas. Avant, c'était la police contre les manifestants. Maintenant, c'est la police et les médias et les étudiants, enfin les manifestants, un peu comme ça dans une espèce de bagarre permanente. Jeudi, les étudiants ont réussi à faire passer leur message et pour cause, pour la première fois, des porte-paroles avaient été spécialement désignés pour s'adresser à la presse. On a été élus comme porte-parole de la coordination nationale étudiante et donc notre but, c'est de faire en sorte que ce qui a été voté par les assemblées générales étudiantes soit entendu par l'ensemble de la population. Dans les jours à venir, le mouvement pourrait se durcir et compliquer encore le travail des journalistes. 36 Miss sur un plateau, ou plutôt sur une plage des Caraïbes. Samana, République dominicaine, les candidates à l'élection de Miss France sont à quelques semaines de la cérémonie. Tournage des clips de présentation d'une émission qui sera diffusée en prime sur TF1 le 8 décembre prochain. La production s'affaire, les photographes aussi. Objectif, faire monter le buzz autour de l'un des programmes les plus regardés de France. Nous étions en coulisses, Julien Dugast. Comment cette photo a-t-elle été fabriquée? Les Miss France, c'est toujours le top de l'année. Non, ça c'est pareil, c'est des marches de défilé. Moi je veux un truc un peu plus sensuel. Pourquoi l'aéroport de Roissy ressemblait à un défilé Courrèges? Venez jusque là, d'accord? Les Miss sont-elles coachées pour rencontrer de vicieux journalistes? On n'est pas vraiment préparé, briefé. Quelles sont les questions tabous? S'il faut pas dire, moi je dis pas. Non, alors ça non.
Voici les dessous d'un voyage très médiatique. Miss France ne serait rien sans la presse, Geneviève le dit très souvent et c'est vrai. Un voyage en République dominicaine de 36 compétitrices pour le titre de Miss France 2008. Dimanche 11 novembre, aéroport de Roissy, 36 Miss, 2 photographes, 3 équipes télé et 6 journalistes s'apprêtent à monter dans un avion direction Gran Bahia Principe El Portillo. Ouais, la République dominicaine, quoi. Juste le temps de se pencher sur le programme du séjour, les Miss commencent déjà les séances photos et autres prises de vue pour le Prime du 8 décembre sur TF1. Premier problème, faire en sorte qu'aucune photo non officielle ne soit prise. La chaperonne Delphine Clairaut ne sait plus où donner de la tête. On est à quel étage là? À peine arrivée dans les Caraïbes, séance photo. Les Miss sur un quad, les Miss sur la plage, les Miss sur une planche de surf. C'est cette semaine que se fabrique toute la couverture médiatique des Miss France. Pour la presse et Internet, 2 photographes, Édouard et Laurent pour une seule agence, SIPA. SIPA qui fournira les photos pour tous les supports. Ouais, génial. Depuis qu'on a commencé depuis le début du voyage, j'ai dû faire, 2000 photos. Il y en a combien qui vont être utilisés, publiés? Il y en a beaucoup moins. Et du coup, pas de temps à perdre, Laurent Vu peut passer en moyenne 10 minutes par lieu et par Miss. L'autre challenge, c'est de faire en sorte que Télé 7 jours ne se retrouve pas avec les mêmes clichés que TV Mag, ça ferait mauvais genre. D'ailleurs, pour Télé 7 jours, Gilles Lotte, responsable des photos de l'hebdomadaire, veille au grain. C'est pour Télé 7 jours, on va faire une double d'ouverture, on va faire un peu le thème Alerte à Malibu. Mais Alerte à Malibu. Et pendant que certains travaillent les pieds dans le sable, l'équipe d'Endemol met en boîte des sonores pour le Prime. Le tout dans une salle sombre, par plus de 40 degrés. Alors ce que tu peux dire c'est ma particularité, c'est ça, mon métissage, non, mon exotisme. Mon exotisme. Mais la chaleur n'est pas forcément le plus gros problème. Ma particularité, c'est mon exotisme. Alors, la première partie était bien, mais le problème c'est que tu te retournes pas assez vite. À l'extérieur, un journaliste télé travaille. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émission, c'est Inside. Ah ouais, C'est l'émission de Nikos. Ouais. Donc, comme son nom l'indique, on essaye d'être à l'intérieur. La principale difficulté du journaliste de 50 minutes Inside, montrer ce qui n'aura pas été vu ailleurs. Une valise? Ah oui, je suis venue avec une valise. Des chaussures aussi? Ah, les chaussures. Fais voir. Important en République dominicaine, la lotion anti-moustique, mais ça marche pas toujours. Hein. Ah ouais, ça fait piquer. Ah, je me suis fait piquer. Yves, lui, couvre l'événement pour le quotidien Le Parisien. Il enchaîne les interviews, mais finalement, son job est ailleurs. Le vrai travail de la journée, c'est de traîner, de papoter sans prendre de notes avec les gens du comité qui finissent toujours par te lâcher des petites infos. Là, aujourd'hui, j'ai eu des petites infos que j'ai déjà transmises à mon journal. Pas facile d'être journaliste au pays des Miss. Les demoiselles n'ont en effet pas le droit de tout dire. Ça, on peut pas répondre. Tu peux pas répondre à quoi? Non, à l'opinion politique. Ah ouais? On mélange pas Miss et politique. Plus surprenant, avant ce voyage, les jeunes filles aux écharpes n'ont pas été coachées pour répondre aux journalistes. Elles n'ont pas eu de training avant de partir, non ça c'est sûr, on les formate pas dans des interviews standards, heureusement. Une activité a particulièrement intéressé la presse. Les Miss ont eu droit à un test de culture générale. Les résultats sont uniquement destinés au comité Miss France. Par contre, les journalistes pouvaient poser des questions en sortie de test. L'orthographe, les formules là, le paysage dont je me souviens ou que je me souviens. Ah oui, la langue française. Est-ce qu'on dit le paysage que je me souviens ou le paysage dont je me souviens? Ça, j'ai trouvé que c'était un peu dur, c'est vraiment le niveau CP. Et ça, je vais le garder. Coup de théâtre en milieu de séjour. La République dominicaine tout entière a tremblé. Une rumeur enfle, une Miss serait enceinte. Des rumeurs, il y en a plein entre les candidates, celle qui pourrait être un homme, celle qui ne ferait pas, qui ne fait pas la taille. C'est vrai que cette semaine, on a vu la Miss qui serait enceinte. Voilà. Mais la vraie question, finalement, le truc que tous les journalistes aimeraient savoir, c'est évidemment qui sera la Miss France 2008. À plus clair, on a déjà notre préféré, mais loin de nous l'idée de vous influencer. Non, ça serait pas bien. Verdict, le 8 décembre prochain. Étienne Moujotte, patron du Figaro, c'est la nouvelle média de la semaine. Lui qui a été pendant 20 ans l'homme fort de TF1, celui qui a rassemblé les familles autour de programmes fédérateurs, celui qui a introduit la télé-réalité en France. Le voici donc à la tête de l'un des plus grands quotidiens français dans une période où l'indépendance de la presse est souvent au cœur du débat. Il va nous dire pourquoi il a accepté ce nouveau challenge. Il va nous dire aussi ce qu'il pense de la presse aujourd'hui et aussi de son ancienne maison TF1. Bonjour Étienne Moujotte.
Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Je suis heureux d'être là, moi aussi. De Plus clair. Vous étiez donc à TF1 jusque l'année dernière. Maintenant, Le Figaro. Et également, on vient de l'apprendre, le grand jury RTL Le Monde LCI, en remplacement de Nicolas Bétou. On peut dire que vous avez l'art de rebondir. Oui, rebond si on veut, mais retour surtout. Retour à mon métier d'origine, à mes premières amours, le journalisme. Et donc, de ce point de vue-là, Le Figaro, c'est évidemment magnifique. Est-ce que c'est Serge Dassault, le propriétaire du Figaro, qui vous a appelé directement pour vous annoncer la nouvelle? Naturellement, c'est Serge Dassault qui a décidé. C'est lui l'actionnaire et propriétaire du Figaro, et c'est naturellement lui qui a fait ce choix et qui a été également conforté par Francis Morel, qui est le directeur général du Figaro. Vous dites vous mettre dans les pas de votre prédécesseur, Nicolas Bétou, à la direction du Figaro, c'est-à-dire? C'est-à-dire que Nicolas Bétou et l'équipe du Figaro, depuis 3 ans, a profondément modernisé le journal. Il a su créer les conditions de l'indépendance des journalistes du Figaro. Et naturellement, nous allons continuer dans cette voie-là. Vous avez votre expérience en tant que patron de presse, le journal du dimanche, Télé 7 jours, mais surtout en tant qu'homme de télévision. Est-ce que vous allez appliquer au Figaro les recettes qui ont fait le succès de TF1 ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ça n'a rien à voir. Vous ne mettrez pas la Star Academy en une du Figaro ? Non, mais je dirais la démarche est la même dans la mesure où, quand on fait de la télévision, on essaye de comprendre ce que le public attend. Et quand on fait un journal, on essaye de comprendre comment on peut satisfaire ses lecteurs. De ce point de vue-là, c'est la même démarche. Après, c'est évidemment très différent. Vous arrivez à la tête du Figaro dans un contexte, on le sait, très particulier. Les journalistes du Figaro se sont réunis en Assemblée Générale dans une ambiance assez tendue. Ils ont fait part de leurs préoccupations quant à l'indépendance du journal. Je vous propose d'écouter Dominique Pradalier. Elle est secrétaire générale du syndicat national des journalistes. Elle évoque cette question de l'indépendance. On l'écoute et on répond après. Quelle reconnaissance de l'indépendance rédactionnelle ? Quelle reconnaissance de la qualité de l'information pourrez-vous proposer à la rédaction du Figaro où vous allez arriver ? Quelle reconnaissance, quelle garantie ? La garantie de continuer comme cela est fait depuis 3 ans, sans changer le moins du monde. Et vous savez, le journal, il est fait par les journalistes. C'est pas l'actionnaire ou le directeur de la rédaction qui fait le journal, il est fait par les journalistes. Et moi, je garantis ces conditions d'indépendance. Et j'ajoute une autre chose, parce que la presse, vous savez, c'est une activité industrielle. Il faut des investissements lourds. Et c'est une chance pour un journal d'avoir un actionnaire qui accepte d'investir et qui est un entrepreneur, personne physique. J'ai connu ça 2 fois dans ma vie. Une fois avec Jean-Luc Lagardère pendant 10 ans à Europe 1 et après avec Martin Bouygues pendant 20 ans à TF1. Mais encore une fois, l'actionnaire fait son métier d'actionnaire, les journalistes font le journal. Il ne doit pas y avoir de confusion entre les deux. Il n'y en a pas eu et il n'y en aura pas. Je vous propose d'écouter le chef du service média du journal Stratégie. Écoutez son analyse. Quand on voit qui a fréquenté au Fouquet's le soir de la victoire, le fameux dîner des patrons du CAC 40, il y avait énormément de propriétaires de médias. Serge Dassault, Bernard Arnault, et il y avait également Nicolas Bétou, qui vient d'être nommé à la tête du pôle média de LVMH. On sait très bien que la vieille époque de l'ORTF nous l'a montré, qu'il y a toujours eu un lien entre les médias et le pouvoir, mais on avait eu l'impression qu'il y avait une certaine libéralisation, que les choses s'étaient totalement éclatées, que maintenant il y avait des actionnaires privés. Or tout ça se réorganise finalement par le jeu des amis de Nicolas Sarkozy. Certes, il y a des patrons du CAC 40, certes, il y a une industrialisation de la presse, mais comme ces actionnaires sont en même temps des amis, des proches, des gens liés, témoins de mariage, parrains du fils, etc., eh bien on s'aperçoit que finalement, on arrive à reconstituer une sorte d'ORTF privé. ORTF privé, c'est... Attendez, c'est totalement faux comme raisonnement. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, une radio, une télévision, un journal a besoin d'argent pour pouvoir investir et se développer. Cet argent vient d'actionnaires. Ou bien ces actionnaires sont des actionnaires anonymes, des fonds de pension qui vendent, qui rendent, qui sortent. Ou bien ce sont des personnes physiques entrepreneurs. Eh bien, entre les deux,
Moi, je préfère des personnes physiques entrepreneurs. On fixe des règles et ensuite, on a quelqu'un avec qui on peut dire, voilà, là, attention, cette règle, il faut impérativement la respecter. Et donc, je m'inscris en faux contre cette idée selon laquelle ceux qui investiraient dans les médias et qui, par ailleurs, auraient une proximité avec le pouvoir, créeraient un problème pour l'indépendance des médias. Ceux qui menacent le plus l'indépendance des médias, vous savez ce que c'est ? C'est le risque de se retrouver un jour en ne pouvant pas faire la fin du mois. Et à ce moment-là, on va chercher de l'argent. Et quand on va chercher de l'argent, croyez-moi, là, on n'est plus indépendant. Donc en fait, vous pensez comme Nicolas Bétou qui dit le fait que les grands groupes industriels s'intéressent à la presse est une chance et non un danger. C'est une chance, à condition que les règles soient claires. L'actionnaire est l'actionnaire, les journalistes sont les journalistes. On va passer à TF1. Vous donnez encore votre avis sur les programmes, la Starac, l'info? Ça m'arrive. On vous a entendu sur les ondes notamment, sur RTL, parler assez librement de TF1 et des programmes où vous avez dit notamment que vous y aviez mis trop de télé-réalité, que c'était un regret. J'ai pas seulement dit ça, j'ai dit que j'avais mis à certains moments trop de télé-réalité et à d'autres moments trop de variété. Et je pense que ça, c'est vraiment un petit conseil que je donne à tous ceux qui font de la télé, généraliste, il faut éviter d'aller uniquement, trop dans un seul genre. Et j'ai eu ce défaut-là 2 fois, une fois avec un peu trop de télé-réalité et une autre fois avec un peu trop de variété. Et quel regard portez-vous plus généralement sur cette grille de rentrée de TF1 ? Elle est très solide. Et il faut maintenant continuer à créer de nouveaux produits. Avec des difficultés quand même sur la fiction française. Oui, mais attendez, moi j'ai vécu 20 ans à la télé, il y avait régulièrement des difficultés dans un secteur. Ça a été les variétés à un moment, après ça a été le jeu, après ça a été la télé-réalité. Maintenant c'est la fiction. C'est quelque chose de récurrent. Vous avez toujours un domaine dans lequel on arrive à la fin d'un cycle et il faut ouvrir un cycle nouveau. C'est le problème de la fiction française. Quand on a connu tous les médias, tous les postes, est-ce qu'on n'a pas envie, à un moment, tout simplement, de prendre une retraite bien méritée ? Eh ben non. 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 Pas maintenant. Après, ça viendra quand ça viendra, mais pas maintenant. Non. Merci, en tout cas, Étienne Boujotte, d'être venu. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. J'ai eu 20 ans de bonheur à TF1 à côté de Patrick Lelay, et ça, je ne l'oublie pas. C'est dit. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Plus Clair, répondre à nos questions. Sans transition, on va passer au Bug TV. Quand la télé dérape, perd le contrôle et devient presque absurde. C'est la sélection hebdomadaire de Vincent Calvet. Cette semaine dans Bug TV, on a vu comme Télématin a bien souffert de la grève. William Lémergie a dû changer de décor. En raison d'une grève d'une certaine catégorie du personnel. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et les soucis ont commencé dès le générique, car comme on peut s'en rendre compte... Il n'y a pas de son. J'ai pas de son. Je suis là. J'ai pas de son. Vous mettez du son sur le plateau. Le retour, s'il vous plaît. J'ai pas de son. Il manquait aussi la présence d'un animateur météo pendant la météo. Un peu chaotique, la météo. Bon, et pour le générique, c'est arrangé ? Toujours pas. Dimanche soir, Claire Chazal a fait la promotion dans son journal d'une nouvelle machine de guerre. Le Tigre, l'hélicoptère de combat de nouvelle génération, a fait son entrée officielle dans une première unité opérationnelle de l'armée de terre. Un hélicoptère français qui n'a laissé personne indifférent à la rédaction du journal de TF1. Ce nouvel hélicoptère est une petite révolution. Le Tigre est surtout très polyvalent. On a presque cru qu'il voulait nous en vendre un, et oui, ça faisait un peu penser à une émission de téléachat. Tiens Erika, mets ce panneau devant toi. Bien sûr. Regarde. C'est incroyable. Véloce, maniable grâce à une cellule ultra légère en matériaux composites. Ça, c'est l'horizontale. Verticale. C'est vraiment fantastique. Canon de 30 mm. Tu me fais peur. Ça va salir mon chemisier. Roquette et missile anti-char. C'est impressionnant, tellement c'est facile. Quand on a regardé Zone Interdite dimanche sur M6, on a eu comme une impression de déjà-vu. Après ce premier jugement, c'est à nouveau le suspense puisque l'affaire vient d'être rejugée en appel. Ces commentaires enregistrés à voix basse dans un tribunal. Mais oui, on se serait vraiment cru dans le feuilleton 4 divorces. Nous sommes au tribunal des divorces présidé par le juge Maillot. Les peines prononcées en première instance vont-elles être confirmées, allégées ou alourdies? Nous allons le savoir puisque le verdict va être rendu. Le juge Maillot va maintenant rendre son verdict. À suivre après la pub, le zapping, l'ITV Télé, Laurence Boccolini et Jean-Pierre Foucault se posent mutuellement des questions télé bien sûr, et puis l'Observatoire des séries, la Webzone, ce sera juste après la pub. Retour sur le plateau de Plus Clair, tout de suite comme promis, le zapping.
Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé. Cette semaine, Laurence Boccolini et Jean-Pierre Foucault se renvoient la balle. Quel est ton rituel avant de passer à l'antenne, Laurence ? Alors, c'est le même que quand je passais à la radio, c'est-à-dire je me parfume, ce qui n'a aucun intérêt parce que le téléspectateur ou l'auditeur le sent pas. Participerais-tu comme candidat à Koh-Lanta ? Alors, si je te vois arriver avec ta question, oui, Koh-Lanta Senior, le célèbre Koh-Lanta Senior, oui, je le ferai. Est-ce que tu demanderais à Valérie Damido de relooker, de décorer ton appart ou pas ? Alors, si elle accepte que Gilbert Montagny décore le sien, sans problème. Si Nicolas Sarkozy présentait une émission de télé, ça serait laquelle ? Il pourrait présenter C'est pas sorcier, hein, encore que. Il pourrait présenter Chacun veut prendre ma place, encore que. Il pourrait présenter Qui veut gagner des millions, encore que. Allez, on part du principe que tu vas écrire tes mémoires. Tu leur donnes quel titre ? Alzheimer Story. Pour un couple, la télé dans la chambre, c'est dangereux ? Tout dépend où tu mets la télécommande. Tu kiffes Arlette Chabot, toi ? À mort. Purée, à mort. À mort. Chante-moi ton générique de télé préféré. Quel animateur ou animatrice du PAF embrasserais-tu sur la bouche ? François Pécheux. À choisir, tu préfères animer la météo, le kéno ou turbo ? À choisir, franchement, la météo, pour dire que vraiment chez nous au sud, il fait nettement plus beau qu'ailleurs. Est-ce que comme PPDA, tu t'es donné une date précise pour arrêter la télé ? Non, mais je pense que la télé s'est donné une date pour m'arrêter. Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Vous retrouvez Jean-Pierre Foucault sur RTL à 11h30 tous les matins, La Bonne Touche aux côtés de Cyril Hanouna et sur TF1 pour l'élection de Miss France le 8 décembre. Quant à Laurence Boccolini, elle est tous les soirs sur TMC, 19h45, Le Mur Infernal. Bridget Jones, Le diable s'habille en Prada, ça vous dit quelque chose ? C'est de la littérature de filles. En anglais, on appelle ça la chick lit. Les livres, souvent mauvais, donnent des films et des séries souvent bien meilleurs. Dans la foulée des Desperate Housewives et autres Sex in the City, Gossip Girl débarque sur la télé américaine. Et oui, les filles sont à la mode. Mais oubliez les trentenaires esselés, place aux ados qui déménagent. Vincent Calvet. Depuis septembre, une série américaine nous prouve qu'être jeune, riche et beau à New York, c'est d'abord beaucoup de soucis. I didn't come back for you. Look, Blair's my best friend, and you're her boyfriend, and she loves you. Gossip Girl, c'est donc le quotidien galère de jeunes adultes new-yorkais. Mais avant d'être une série télé, Gossip Girl, c'était une série en librairie. C'est l'un des succès actuels de ce genre littéraire très coloré qu'on appelle la chick lit. Alors la chick lit, le terme chick lit, c'est une contraction de chick et literature. Chick, ça veut dire fille, meuf, et voilà, c'est de la littérature pour filles. C'est l'histoire de filles qui ont entre 20 et 30, qui habitent dans des grandes villes, souvent Manhattan. Les bouquins racontent leurs problèmes sentimentaux, leurs déboires au travail. Elles ont toujours un travail un peu glamour. Elles n'ont pas de mec. La chick lit s'adapte très bien au format série télé. Gossip Girl a généré un buzz impressionnant sur le net. Elle est devenue en quelques mois l'objet d'un véritable culte pour de nombreux ados. Blair, if you're gonna wear one of my designs, tell me so we can at least get it properly fitted. La doyenne des séries issues de la chick lit, c'est bien sûr elle, Sex and the City, une histoire de fille qui a inspiré beaucoup de monde, à commencer par les auteurs de chick lit. Sex and the City, au-delà d'être un truc de chick lit, c'est une bonne histoire. Je veux dire, c'est avec des personnages bien campés, c'est marquant, je pense, pour une génération, parce que effectivement, je pense que des millions de femmes se sont peut-être pas reconnues, mais en tout cas amusées à regarder Sex and the City. La chaîne NBC espère bien un tel succès pour Lipstick Jungle, une série adaptée d'un best-seller de Candace Bushnell, l'auteur du livre Sex and the City. Ça tombe bien. There are no flukes, there is no luck, there's just talent and hard work and the ability to bounce back when you're knocked down. No more, no less. I always thought she screwed her way to the top. Yeah, that's definitely the story as I heard it. Les soirées pyjama entre filles ont un bel avenir devant elles. De nombreux professionnels de l'audiovisuel français sont actuellement très inquiets. En mars, le gouvernement avait promis un renforcement des quotas consacrés notamment à la fiction française, mais le décret n'a toujours pas été appliqué.
Un report qui selon eux n'est pas bon signe, d'autant plus qu'ils ont eu une mauvaise surprise sur Internet. Des analystes financiers, la Société Générale, la banque Goldman Sachs, recommandent d'acheter les actions des télévisions commerciales parce que le gouvernement français va déréguler. Le bureau de la ministre de la Culture et de la Communication attend le résultat d'une expertise sur l'audiovisuel avant de se fixer sur le sort de ce décret. Bienvenue à La Commune. Cette nouvelle série française nous plonge dans le quotidien d'une cité sur le point d'être rasée, une série sombre et atypique, à tel point que son auteur a longtemps cru qu'aucune chaîne n'en voudrait. Au départ, moi quand j'ai écrit La Commune, je ne me faisais aucune illusion. À l'époque, Canal+ n'avait pas développé de politique de fiction. Alors TF1, c'est même pas la peine d'en parler. Et France 2, alors là... France 2 croit encore que c'est les instituteurs qui vont sauver les pauvres enfants. Les crapauds! Quoi? La Commune fait par moments référence à une autre série télé, Oz. Une série claustro et envoûtante sur l'univers carcéral américain, le créateur de La Commune a emprunté à Oz son système de narration dit du coryphée, soit un personnage secondaire qui commente de manière philosophique chaque épisode. Quand on est dans un quartier, on est enfermé, mais il n'y a pas de barreaux. Quand j'ai vu la série Oz, je lui ai piqué le coryphée pour que les gens qui connaissent la série se disent « Ah ouais, il a pris le coryphée, c'est pour nous dire exactement ça. On est dans une prison à ciel ouvert. » Le premier épisode de La Commune est diffusé lundi soir sur Canal+. Une seconde saison est d'ores et déjà prévue pour la rentrée 2008. Dieu n'a pas livré le mode d'emploi qui t'explique comment rester blanc comme neige quand tu patauges dans la merde. Chaque soir, à partir de 19h10, il est le MC de Canal+, un maître de cérémonie qui s'est taillé depuis 4 ans un costume sur mesure en animant l'émission Le Grand Journal. Depuis la rentrée, le gentleman branché du PAF accumule les records d'audience. Michel Denisot va nous dire comment il vit cette cure de jouvence après 40 ans de carrière à la télé. Michel Denisot, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Plus Clair, malgré votre rhume. Alors, Canal+, Le Grand Journal, depuis la rentrée, record d'audience sur record d'audience, vous êtes monté à plus de 7% de part de marché. Vous avez même battu à plusieurs reprises M6. Est-ce que, en revenant de vacances en septembre, vous aviez peur que M6 ou une autre chaîne d'ailleurs trouve la recette magique entre guillemets du Bien fameux sûr, oui. Access Prime Time? Tout à fait, avec Renaud Levanquim et Laurent Bon qui produisent avec moi l'émission, on regardait les grilles de la concurrence, et M6... M6 qui avait programmé Êtes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans, qui était un énorme succès aux États-Unis, ça vous faisait peur? On était inquiets, oui, bien sûr, comme toujours quand on démarre une compétition, et si on ne l'est pas, c'est qu'on n'est pas un bon compétiteur. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça tourne à notre avantage. Voilà. Vous avez accepté en tout cas de vous laisser filmer dans les coulisses de votre émission. Nous sommes allés vous voir sur votre lieu de travail, 2 heures de direct. C'était mardi, vous receviez le ministre Éric Woerth, le champion d'échecs Garry Kasparov, la journaliste Laurence Ferrari et le chanteur Philippe Catherine. On regarde et on en parle après. Le Grand Journal, c'est un grand barnum, environ une centaine de personnes pour assurer ce direct chaque soir. À 18h45, arrivée des invités de la première partie de l'émission. Ce soir-là, l'ancien champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, et Éric Woerth, ministre du Budget. Après un passage au maquillage, direction l'entrée du plateau. D'ailleurs, de l'émission, qu'est-ce qu'il en pense, le ministre? Il y a un style, une ambiance, que j'aime bien. Monsieur le ministre, fan de Denisot ou politiquement correct? Allez, 19h10, attention. 5, 4, 3, 2... Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Journal de Canal+ en direct jusqu'à 20h50 avec Ariane Massenet, Ali Badou et Jean-Michel Apathy. Backstage, les caméras sont planquées sous des draps blancs. Louise Bourgoin, elle, attend avant de jouer les fous du roi avec plus ou moins de succès. Bonsoir, monsieur Kasparov. Je suis Madame Pion. On s'est rencontrés hier à un tournoi d'échecs. On a rocké toute la soirée et depuis, je ne pense plus qu'à vous. Vous connaissez tellement de combinaisons. Prends-moi en fourchette, grand fou. Montre-moi ta tour. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est un peu inquiète après sa météo. C'était pas trop lu, Tania, j'avais pas l'air de lire, ça faisait pas réciter, ça faisait que Kasparov, il est pas fait non, je crois qu'il a mal pris le coup du fouet, là. Pas le temps de s'attarder au Grand Journal, c'est la précision de l'horlogerie suisse. 19h50, enregistrement de la séquence ascenseur avec les invités de la seconde partie, Philippe Catherine et Laurence Ferrari.
Une séquence qui sera diffusée juste 5 minutes après à l'antenne. Fin de la première partie, pause pour toute l'équipe jusqu'à 20h10, débrief dans les couloirs. On en profite pour demander aux chroniqueurs, alors, c'est quoi le style Dionyso ? Pas évident de répondre à une question comme ça. Vous croyez qu'on me dit le défaut de ses patrons? Il n'a pas de défaut, il n'a aucun défaut. Son principal défaut en ce moment, c'est que j'ai l'impression qu'il essaye de refiler sa crève à tout le monde. Sa qualité, c'est qu'il n'a pas de défaut. Très bon camarade. On va dire chic. Il raconte des blagues. Classe avec un soupçon de bling-bling. Et pour une émission de divertissement, du bling-bling et des surprises, il en faut. Surtout ce soir pour l'invité de la seconde partie, Philippe Catherine. Des majorettes déjantées attendent donc en coulisses avant de débarquer sur le plateau. Voilà ce que ça donne à l'antenne. « 20h50, fin de l'émission. La vraie nouveauté cette semaine, c'est la Miss Météo qui nous la révèle. Michel Denisot, depuis que vous ne portez plus de lunettes, est-ce que vous voyez le monde différemment? C'est le scoop de la semaine, vous n'avez plus de lunettes. C'est ça, la télé, c'est extrêmement profond, c'est très superficiel. Ça, voilà, on s'est habitué à vous pendant tant d'années avec des lunettes que tout d'un coup vous n'en avez plus. Quel est votre meilleur souvenir, l'invité qui vous a le plus marqué? Celui à qui je suis, non pas redevable, mais qui nous a fait beaucoup de bien, c'est Arnaud Montebourg. Surnommé Montebourde depuis son passage à l'antenne. Parce qu'on est passé partout, sur toutes les chaînes. Bon, c'est toujours bon pour une émission. Et quand il a dit que le problème de Ségolène Royal, c'était son compagnon, donc on est passé partout. On est passé sur Internet, c'était diffusé. C'était un vrai dérapage selon vous? Vous l'avez vécu en direct comme un dérapage? Non, parce que en fait, quelques mois plus tard, on a vu que c'était pas un dérapage. Sur le coup, ça a été interprété comme tel. Il faut dire aussi que Nadine Morano, qui était à côté, qui était là pour l'UMP, donc quand elle a entendu ça, et on n'a pas besoin vraiment que notre service de presse active les agences, elle l'a fait elle-même. Donc ça nous a fait beaucoup de bien. J'ai lu dans une interview que vous disiez parfois il me passe des choses monstrueuses par la tête. Je pense que c'est le cas pendant l'antenne, mais ça pendant doit les vous arriver 2 heures. aussi. Quand vous regardez quelqu'un qui parle, au bout d'un moment, bon, parfois l'invité n'est pas toujours passionnant, nos questions sont pas toujours formidables. Vous y êtes pas, vous êtes ailleurs? De temps en temps, oui, je m'évade, pas longtemps évidemment, mais un dixième de seconde, et à ce moment-là, ce sont des choses assez, comme des flashs assez forts qui passent dans la tête. Et vous pensez parfois des choses monstrueuses de l'invité que vous n'aimez pas? Ça vous arrive? Non, pas que j'aime pas, mais de dire des choses, oui, qui sont qu'il faut pas dire. Quoi. Et ça vous a jamais échappé? Jusqu'à maintenant, non. Voilà. Et vous, ça vous est arrivé? Non, jamais. Non, avec lequel ça s'est le moins bien passé, justement? C'était au début du Grand Journal, quand l'émission n'était pas très bien en place, pas très bien calibrée. C'est avec Arnaud Montebourg. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas une obsession, mais il était un des premiers invités politiques. Et puis, je lui ai posé une question qui l'avait agacé. Il était parti très en colère. Et dans ces cas-là, quand vous êtes fâché, vous parlez ensuite... Il m'avait dit qu'il ne reviendrait plus jamais, qu'il préviendrait tous ses camarades du PS, et plus aucun socialiste ne reviendrait à l'émission. La politique, justement, c'est ce qui fait la force de l'émission depuis l'année dernière. Vous avez confié pendant la campagne présidentielle la rédaction en chef de l'émission à Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et François Bayrou. Ça a fait un carton à chaque fois. C'est l'une des clés du succès aujourd'hui? Oui, le rendez-vous politique est devenu... quotidien. Toute la première partie de l'émission est souvent consacrée à la vie politique, avec l'apport de l'expert Jean-Michel Apathy. Et puis la venue des hommes politiques. On a entendu Eric Woerth tout à l'heure. C'est vrai que c'est une atmosphère un peu différente. Chacun a son style. Et que les politiques, on peut leur poser toutes les questions à notre façon. Et ils peuvent dire beaucoup de choses aussi, la preuve. Hein. Et le mélange des genres, le fait que les politiques viennent dans une émission qui est quand même globalement une émission de divertissement, un talk show, ce côté show politique, vous l'assumez? On leur fait pas faire des pieds au mur, ni des claquettes, ni ils viennent pas chanter, hein, ils viennent parler de politique, donc il n'y a pas de problème. Mais quand Arnaud Montebourg, par exemple, fait une bourde sur votre plateau, quand c'est sur votre plateau que Ségolène Royal finit par dire oui, j'y vais parce que Jamel se met à genoux, il y a un côté pipolisation de la vie politique. Non, je trouve pas. Vous n'avez pas l'impression d'y participer? Non, je pense qu'on fait les choses très sérieusement. Là, Jamel a posé une question que Patrick Poivre d'Arvor avait posée 2 jours avant. Moi, 5 minutes avant, c'était la même question. Elle nous avait pas répondu à nous. Lui, il a du charme qu'on n'a pas, et elle lui a répondu à lui. Vous dites Nicolas Sarkozy fait son show et c'est du pain béni pour nous. Donc finalement, tout le monde participe à ce spectacle. Tout ça, on peut considérer que tout ça c'est un grand jeu, hein, et que Vous diriez que c'est un spectacle?
Il y a beaucoup de mise en scène pour montrer la réalité. Donc c'est pas un spectacle, c'est pas écrit pour être un spectacle, mais tout est mis en scène. La vie politique est mise en scène. Donc maintenant avec le président de la République, Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'on a, pour nous, pour les médias, c'est formidable. Nous recevions tout à l'heure sur ce plateau Étienne Moujotte et vous avez dit « Je n'ai qu'un seul regret, ne pas avoir travaillé avec lui ». Pourquoi ? Parce que c'est dans les gens de ma génération, je pense, le plus grand professionnel des médias en général. Je l'ai côtoyé quand je suis arrivé de province à Cognac-Jay, au journal télévisé, où j'étais vraiment grouillot, je portais les cafés, et lui était déjà présentateur du journal, rédacteur en chef, et donc il fait partie des gens qui m'ont bien accueilli, alors que vraiment j'étais... Et après les cafés, il y a eu le 13h à TF1, ça devrait vous rappeler quelques souvenirs surprises, on a l'image, regardez. Voyons l'ensemble de l'actualité maintenant avec Michel Denisot. Aujourd'hui, Montréal est en fête. Le Parti québécois indépendantiste a remporté une retentissante victoire la nuit dernière à l'occasion des élections législatives. Le Parti libéral de Robert Bourassa, qui est au pouvoir depuis 1970 et qui avait pris l'initiative de ces élections anticipées, a été mis en quelque sorte KO par le jeune parti indépendantiste de René Lévesque. Alors, le veston, la cravate, pas de lunettes. Bah non, mais les lunettes, ça fait... Là, ça remonte à... Là, on doit être en 1972. C'était le 16 novembre 1976. 16, ah ouais. Et c'est Yves Mourouzi qui vous lance. Pour durer dans ce métier, il faut être malin, politique, rigoureux, gentil, touche à tout. Je crois qu'il faut avoir un peu de distance. Là, on est revenu 13 ans en arrière, donc c'est vrai que quand je présentais le journal de 13 heures... Ça vous rappelle de bons souvenirs, cette époque ? Avec Yves Mourouzi, oui. Il m'a beaucoup appris professionnellement. C'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup d'audace, beaucoup de culot, qui n'avait pas de limite, qui était très indépendant et qui savait aussi s'y retrouver avec tout le monde. Il était vraiment, pour moi, c'est la personne la plus forte au niveau de l'antenne que j'ai rencontrée. Voilà, donc à l'époque, c'est vrai que les cravates étaient assez larges, quand même. Quand on regarde en arrière, justement, on voit la durée. Qu'est-ce qui a... La durée, oui, j'ai pas répondu à la question, effectivement. C'est que quand on choisissait ce métier-là, à cette époque-là, il y avait 2 chaînes, c'était pas bien payé. On n'était pas des vedettes comme aujourd'hui, on devient des vedettes populaires avec la télévision. Donc c'est parce qu'on aimait ça. Et je crois que tous les gens de ma génération qui ont démarré à cette époque-là durent. Il y en a une petite liste et qui sont encore là, parce qu'on a un petit peu de distance par rapport à ça. Par rapport à je crois qu'il faut savoir aussi refuser des choses, il faut savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Ça n'empêche pas qu'on se gourde de temps en temps, ça m'est arrivé plus d'une fois. Vous avez refusé quoi, par exemple ? Vous avez dit non à quoi ? Que vous auriez pu regretter ensuite ? Non, il y a des choses à laquelle j'aurais dû dire non, par exemple. Vous auriez dû dire non à quoi, par exemple ? Pour le PSG, j'aurais dû dire non. Ça, oui, je pense que c'était à refaire, je ne le referais pas. C'est pas rien, ça a duré 7 ans et je préfère 100 fois. Mon métier, c'est ce que je fais en ce moment et c'est beaucoup mieux, pour moi. Pour revenir au Grand Journal, est-ce qu'il y a de prochains gros coups ? On a entendu parler d'une rédaction en chef confiée non plus à des hommes politiques, mais à des stars du cinéma. Oui, ça va se faire. On est en cours de discussion parce que c'est un gros investissement de présenter pendant 2 heures l'émission à ma place et puis d'en faire le contenu. Donc il faut avoir beaucoup de temps de disponible. Et je pense qu'on va en faire une avant la fin du trimestre. On a entendu parler d'Isabelle Adjani, vous confirmez ? C'est possible. C'est possible. Merci beaucoup en tout cas, Michel Denisot, d'avoir répondu à nos questions dans Plus Clair, sans transition. La Webzone, c'est le net passé au peigne fin par Karima Hamzaoui. Cette semaine, les moteurs de recherche se sont emballés sur les mots grève, covoiturage et bien sûr le site de la SNCF. Quand la grève s'invite sur la toile, c'est un sujet de Karima Hamzaoui. Quoi de neuf dans la Webzone cette semaine ? Eh bien, la grève à la SNCF s'est aussi emparée du net. Les internautes et usagers en colère ont donc pris d'assaut en premier lieu ce site. On a multiplié par 2 nos chiffres de connexion à SNCF.com. On est habituellement autour de 300 000 connexions jour et on était à 600 000 connexions jour. Autre conséquence de la grève sur la toile, une multiplication de sites aux slogans plutôt humoristiques et même des vidéos virales avec des spéciales dédicaces aux cheminots. Petit cheminot, où es-tu? Petit cheminot, que fais-tu? Petit cheminot, pense à moi, besoin de toi. Hey! Attention maintenant, une spéciale dédicace aux tickets de métro. On nous dit compostez plus,
composter plus pour gagner plus, mais nous on veut pas. Hein, alors c'est sûr, j'aimerais bien être à la place du pass Navigo. Non, au pass Navigo. Oui, au ticket de métro. Plus sérieusement, l'un des moteurs de recherche français a remarqué qu'en cette période de grève, un certain nombre de mots attiraient tout particulièrement l'attention des internautes. Des mots comme manifestation ont fait 400% d'augmentation de recherche en l'espace de très peu de temps. Au début des grèves, c'est le mot covoiturage qui est remonté. Puis grève, alors grève avec S, sans S, avec accent, enfin toutes les formes. Puis infotrafic, citadin, toutes ces informations pratiques. À partir du 29 novembre, les négociations entre les syndicats de cheminots et la SNCF doivent reprendre. Des négociations qui risquent de donner de nouvelles perles sur le web. À part ça, dans la webzone, vous vous souvenez peut-être de ce générique. Ce Badoumbao a duré 18 ans sur M6, c'était même la marque de fabrique de Culture Pub, une des émissions phares de la chaîne, et puis il y a 2 ans, fini le Badoumbao. L'émission est retirée de l'antenne, alors Christian Blachas, l'ex-animateur d'M6, a décidé de la relancer sur le net, et ce, à partir de lundi. Ce site gratuit qui sera financé par la pub sera composé d'une part d'un magazine, d'une émission de télé, et puis parallèlement on pourra cliquer sur tous les films puisqu'ils vont être classés par thème. Donc il y aura la vie de couple, ce qui va s'appeler Pétasse et Enfoiré, il y aura la vie de famille, il y aura les films les plus chauds, je pense que ce sera certainement la rubrique la plus lue, la plus regardée. Culture Pub Online, c'est une vidéothèque de plus de 2500 films publicitaires et un objectif, atteindre le 1 million de visiteurs uniques par mois. Pour finir cette webzone, Rupert Murdoch, le magnat de la presse américaine et propriétaire de la chaîne info Fox News, a un problème. Le journaliste Robert Greenwald a lancé ce site cette semaine pour prouver image par image que Fox News, réputée sérieuse et conservatrice, devenait de plus en plus porno. Everyone is trying to cross the line and everyone's gone way too far. Voici d'ailleurs, selon lui, un exemple de ce que devient cette chaîne. Dans un flash info, cette journaliste interroge un spécialiste des serial killers sur un meurtrier qui sévit sur une plage. Et voilà les images lancées à l'antenne pour illustrer son propos. L'Amérique puritaine crie au scandale quant à la bagarre entre Rupert Murdoch et le journaliste Robert Greenwald. Déjà bien entamée sur le net, elle ne fait que commencer. Voilà, plus clair, c'est fini. Tout de suite, un café. L'édition, c'est Pascal Clark qui régale. Je vous retrouve samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.